Et alors, vous connaissez bien la revue Perspective chinoise qui est publiée par le CEC. Et aujourd'hui, nous allons parler du nouveau numéro Changement processuel à Taïwan qui analyse l'évolution récente de la société taïwanaise en termes d'acteurs, de valeurs, de démocratisation et d'utilisation de médias sociaux dans les mobilisations. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir invité le directeur du CEC, Stéphane Gorcuve, avec Adina Zemanek, la professeure adjointe à l'Institut d'études Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient de l'Université en Bologne. Et voilà, je vous passe la parole, Madame et Monsieur. Merci. Bonjour à tous, les amis, les collègues. Très heureux d'être là avec Adina. Aujourd'hui, nous allons avoir deux activités. Avant de commencer la présentation de la revue, on vous a préparé une petite exposition des affiches des manifestations scientifiques de l'antenne qui ont été préparées pour les journées d'études et les colloques. On ne prépare pas d'affiches pour les séminaires, il y en a eu beaucoup pendant ces 4 dernières années, mais pour les événements de plus grosse importance, on a toujours voulu préparer quelque chose, et comme mon mandat touche à sa fin, puisque je quitterai l'antenne de Taipei bientôt, nous avons décidé cet été, avec Sotier, l'assistante administrative de l'antenne, de vous préparer cette petite exposition et de commenter avec vous le contenu des affiches. D'une part pour se remémorer un petit peu le contenu de nos activités académiques, mais aussi pour expliquer, puisqu'on l'a quasiment jamais fait dans ce format, pourquoi on a fait telle affiche pour telle manifestation. Voilà. Et dans un second temps, on vous présentera un numéro. Je ferai une petite présentation sur le thème du numéro, changement processuel, et l'illustration que j'en ai faite sur les tournesols. Puis je passerai la parole à Adina, qui vous présentera son papier, sachant que les autres auteurs du numéro soit sont francophones mais ne sont pas à Taïwan cet été, ou sont à Taïwan mais ne sont pas francophones. Voilà. Et nous présenterons le numéro anglophone, puisque la revue est bilingue, à l'Académie Sinica le 25 août. Vous êtes également conviés car il y aura d'autres événements en même temps que celui-là. Voilà. Alors je vais commencer peut-être par présenter les affiches, si vous voulez. Alors je vais couper le micro, parce que je vais me déplacer en les prenant, ou peut-être que je peux utiliser le micro, en les prenant dans l'ordre où elles ont été placées par nos hôtes, que je remercie. Merci Sophie, et merci à toute l'équipe du Pigeonnier pour nous recevoir une nouvelle fois pour les activités du CEC. Voilà. Et merci d'avoir organisé ça pour nous, c'est magnifique. Et encore une fois, on n'a jamais fait de petite exposition de nos affiches. Donc vous avez là 4 années de journées d'études internationales, de colloques et une université d'été qui ont commencé, donc, activités qui ont commencé. La première date de janvier 2014 et la dernière de mars ou avril 2017. Voilà. Alors, je vais commencer par celle-ci. Donc ça, c'était avril 2015, en coopération avec le Bureau français de Taipei et son service d'action culturelle. Nous avions invité 2 intellectuels français pour discuter avec 2 intellectuels taïwanais de l'état de la démocratie représentative, de ses soucis et de comment envisager une démocratie 2.0, notamment avec l'aide des nouvelles technologies de la communication et de l'information, les fameuses NTIC, sur lesquelles je reviendrai en vous présentant notre numéro. Alors ici, l'idée était de représenter la foi populaire taïwanaise avec ce que vous connaissez sans doute. Si vous n'êtes pas taïwanais, je pense que vous connaissez le sceau que l'on met sur le bulletin électoral. Alors les bulletins électoraux à Taïwan, c'est des affiches qu'on pourrait mettre sur un mur entier, tellement c'est grand. Hein. Voilà. Et avec le microphone
pointé sur la population pour illustrer la vox populi dans la démocratie aujourd'hui médiatique ou, disons, modifiée par l'usage des nouvelles technologies d'information et de la communication. On a essayé avec le graphiste auquel je rends hommage dès cette première affiche, Thi Rong-shin, qui est mon partner in crime pour toutes ces affiches, grâce à qui j'ai pu obtenir ça. On a essayé avec lui de mettre des couleurs un peu approximatives, mais qui rappellent vaguement, à l'époque, en 2015, la carte électorale taïwanaise, avec un petit peu plus de vert au sud, un petit peu plus de bleu au nord, mais on sait que les élections locales de la fin de cette année-là a changé cette carte avec une profusion de vert. Ici, nous avons une journée d'études d'un autre format, où on avait, disons, les auteurs d'un livre à venir, qui sera publié cette année par Routledge à Londres, et qui s'appellera Changing Taiwanese Identities, mais les deux journées d'études que nous avons faites pour présenter nos textes, les travailler ensemble, les discuter ensemble, mais aussi les soumettre à nos collègues qui étaient là. Donc ces deux journées d'études s'appelaient Generations of Taiwanese Identities, et j'avais dans l'idée de représenter les identités taïwanaises à travers les générations, comme quand j'étais enfant, je regardais des livres éducatifs qu'on donnait aux jeunes, avec, vous savez, une maison, une tranche, où on voyait la maison sans les murs de la façade, avec des étages et des pièces différentes, où on montrait, par exemple, une maison typique bourgeoise du 19e et comment ça fonctionnait. J'avais gardé cette idée en tête, et comme j'aime beaucoup les maisons de style, les maisons de négoce des années 1860-1880 à Taïwan, j'avais demandé au graphiste d'essayer de les représenter comme ça, puis il a fini par choisir l'idée de faire l'île de Taïwan dans une forme de maison, ce qui rappelle un peu les Trulo Aka, qui n'existent pas à Taïwan d'ailleurs. Et c'est l'un des sujets traités dans le numéro Processual Change in Taiwan, de comment la population taïwanaise à Miaoli, Taichung et Hsinchu, à travers l'usage des NTIC et leurs protestations en ligne, ont réussi à faire capoter 2 des 3 projets de création de Trulo à Taïwan, pour attirer des touristes chinois, en se disant comme ça ils vont avoir un sentiment de familiarité, alors qu'en fait la tradition des Trulo se trouve en Chine, chez les Hakka de Chine, mais pas à Taïwan. Bon, ça a été son idée, mais j'ai trouvé que c'était très bien également. Et puis il faut encore être très au courant pour comprendre que ça rappelle un Trulo, on ne le voit pas forcément. Donc voilà, on a les différentes chambres avec, eh bien, on a un Konama, papa, maman et les 2 enfants, voilà, avec évidemment une perception de ce qu'est Taïwan totalement différente selon ou sensiblement différente selon les générations. C'était un petit peu l'idée, voilà, en octobre 2015. Alors ici, mise au centre parce qu'elle a été pensée comme étant une affiche horizontale, un événement qui est très important pour moi et pour mon collègue et ami Jérôme ici, Jérôme Soldani, le colloque final d'un long travail qu'on a fait tous les deux avec une vingtaine de collègues, enfin 17 ou 18 collègues, un collectif dont vous avez dû entendre parler, qui espère-t-on sera enfin publié cette année, Taïwan est-elle une île, avec une affiche basée sur une peinture de 1933 à peu près je crois, qui s'appelle Manzai Ergui, et qui représente le port de Tanshui à l'époque. Alors le tirage est un petit peu raté, hein. La peinture d'origine a un vert beaucoup plus tendre, mais voilà, le coût de réalisation d'une affiche, de son impression et de son encadrement est tel que pour une institution de recherche aussi petite que la nôtre, avec des budgets aussi minuscules, on n'a pas pu la retirer, donc on l'a encadrée telle qu'elle. Voilà. On a à côté une affiche qui est très intéressante, je pense, qui est attachée à un groupe de recherche taïwano-européen. Voilà notre ami Pierre-Yves Bouvry qui arrive, super. Et qui, en fait, étudie un groupe d'une bonne quinzaine de personnes, pas seulement taïwano-européens, il y a aussi des Américains, et Linda Arrigo dedans, notamment, qui étudie les tombes à Taïwan et l'épigraphie des pierres tombales. Donc c'est un sujet qui fait ouvrir des grands yeux chez beaucoup
de gens qui se demandent un petit peu qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, est-ce que c'est vraiment important. Alors qu'en fait, c'est une façon de scanner les identités taïwanaises à des différentes périodes selon la façon dont les pierres tombales sont rédigées, avec les dénominations des airs, le compute des airs, le type d'origine inscrite. C'est absolument captivant, c'est très scientifique. Mais c'est aussi surtout sensible quand même pour beaucoup de Taïwanais. On parlait-on donc des esprits, c'est pas forcément très rassurant. Alors j'ai dit à mon graphiste à ce moment-là, j'ai dit, il faut qu'on trouve un moyen de représenter cette question-là de manière rigolote, pas forcément Kohai, parce que le Kohai à Taïwan, des fois il y en a marre, et surtout, pas pour les questions scientifiques, mais là je pense que Adina serait beaucoup plus d'ailleurs familière de ce sujet que moi, mais disons d'une manière un peu légère, si possible un peu humoristique sans trop aller vers là, parce qu'on n'est pas là non plus pour rire dans l'université, même si on aime bien ça. Donc on a décidé de représenter voilà, le vert pour les montagnes, ici la pierre tombale et l'ensemble architectural qui souvent l'entoure, avec le papier-monnaie ici, qui tombe du ciel ou qui s'envole, voilà, avec des couleurs assez pastel, assez légères. Et on avait fait une deuxième édition, puisque c'est un projet qui continue. Vous voyez le manque de moyens. En fait, on n'avait plus trop de budget à ce moment-là, donc l'affiche a été imprimée sur une imprimante, alors que toutes les autres sont imprimées en offset par des professionnels. Voilà. Donc, une volonté d'alléger un petit peu le sujet, qui a fait qu'on a eu du monde. L'affiche a fait sourire. Mais dans le stock d'affiches qu'on a donné ou distribué, avant de décider cet été de vendre les dernières affiches, et je vous en reparlerai, ben c'est l'affiche qui a été la moins prise par les gens, parce que voilà, ils ne pensent pas la mettre dans leur salon, ni dans leur toilette ou dans leur cuisine, et pas non plus d'emballer leur poisson avec. Donc finalement, on a pas mal d'affiches qui nous sont restées sur les mains. Voilà. À côté, on a l'affiche de ce qui était une université d'été préparée avec plusieurs postes diplomatiques de la région, Corée, Japon, Hong Kong, Taipei, Chine, avec des Chinois, des Coréens, des Japonais, et des Chinois qui sont venus à Taïwan et qui nous ont entendu parler de l'identité taïwanaise. Voilà, voyage, voisinage, dont on a tiré un numéro spécial de la revue Croisement, qui est en vente également ici, si ça vous intéresse. Et ça, c'est une affiche qui a été entièrement pensée par le graphiste lui-même, avec un format de police qui rappelle les affiches des années 30, des années 40, notamment faites par Air France, pour vanter les voyages au bout du monde, pour aller au Vietnam par exemple, etc. Voilà. Donc une université d'été, encore un format différent de tout le reste. Alors je passe au-dessus, on a au-dessus une affiche qui représente ce jeu de plateau chinois dans lequel j'ai transformé les pions en sujet géopolitique, puisque le sujet de cette journée d'études, qui était l'une des premières que j'ai organisées, était les nouvelles frontières disciplinaires de la géopolitique. L'après-midi, on travaillait sur le cas d'étude de la géopolitique de Taïwan au XVIIe siècle, mais l'idée c'était vraiment d'étudier la géopolitique en tant que discipline et ses nouvelles frontières, par exemple la géopolitique des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur en géopolitique? La géopolitique des émotions, ou bien la géopolitique des petits États, etc. etc. Et donc sur les pions, j'avais représenté, par exemple, vous voyez un robinet, géopolitique de l'eau, une corde à pendre, la lutte ou la promotion de l'abolitionnisme, de l'abolition de la peine de mort dans le monde, donc géopolitique des valeurs. Un point très important de la diplomatie française depuis des années, et qui évidemment trouve un écho à Taïwan, qui n'est pas un pays abolitionniste pour l'instant. Enfin, c'est un sujet compliqué à Taïwan. Donc, voilà. La représentation de la radiation nucléaire, donc pour parler de la question nucléaire, du traité de non-prolifération, des États proliférants, etc. On a un pingouin. Pourquoi un pingouin? Voilà. Parce que c'est la fonte des glaces du pôle Nord, et donc l'ouverture de nouvelles voies maritimes, le rôle de la Chine dans cet espace-là, etc.
Bon, après, on a des caractères comme la Corée, les Philippines, on avait mis l'Ukraine, hein, au Kolan, parce qu'on était au pic de la guerre en Ukraine à ce moment-là. On voit un pain avec du blé dessus. C'est la question de l'appropriation des terres, le land grabbing, notamment par la Chine, mais pas que. Donc voilà, c'était l'idée de représenter les nouvelles frontières de la géopolitique. Alors, on a notre tout dernier poster, celui qu'on a réalisé en avril cette année, sur un sujet qu'on a beaucoup traité à l'antenne, sur le mouvement des tournesols, avec... j'ai beaucoup réfléchi pour cette affiche, et avec le graphiste, on a fait ça un bandit manchot, là-haut. Donc, pourquoi un bandit manchot? Ça peut être choquant pour certains, on se dit, mais quand même un sujet sérieux, les tournesols, pourquoi représenter ça comme ça? Parce que je me suis dit qu'en fait, le mouvement des tournesols, c'est typiquement un type de mouvement social qui a une envergure suffisante pour pouvoir changer les choses, mais on ne peut pas le savoir quand il est lancé. Son issue était inconnue, et donc c'est un petit peu voilà, c'est pas comme le jackpot, mais c'est un petit peu son côté indéterminé que j'ai voulu représenter comme ça, et alors surtout pas avec 3 fois le même signe graphique qui montrerait une victoire, une réussite. C'était pas du tout l'idée. Sans doute le mouvement des tournesols a réussi, j'en parlerai dans mon édito, mais ça dépend des points de vue, ça dépend de qui parle. Il a réussi ou échoué selon les angles de vue. Donc l'idée c'était de représenter graphiquement divers sujets aussi pour montrer la multiplicité des mouvements sociaux dans le mouvement des tournesols avec le microphone qui revient. Parce qu'effectivement, c'est vraiment le moment où les gens parlent, expriment toutes sortes de choses, sérieuses et pas sérieuses, qui surprennent les gens. Par exemple, par le degré de compréhension de sujets extrêmement compliqués par ces étudiants, mais où aussi on a toutes sortes de choses moins sérieuses et pour autant tout à fait sympathiques qui sont exprimées. L'arrobase est là pour illustrer l'usage extraordinaire des nouvelles technologies de l'information par ces nouveaux acteurs, donc je reviendrai là-dessus dans mon édito. Et puis les bananes, je pense que les gens qui sont à Taïwan depuis longtemps savent pourquoi j'ai choisi les bananes pour illustrer les tournesols, à cause d'un certain comment s'appelle-t-il? Oui, c'est ça, Choi, oui, qui était en Chine à l'époque quand ça commence, et auquel, je raconte l'histoire pour ceux qui ne la connaîtraient pas, auquel qu'on commence à interviewer sur la question, et qui, à ce moment-là précis, confond encore les tournesols et les bananes, des tournesols qui prend pour des bananes. Donc ça a été l'un des sujets de ravissement des commentateurs et des étudiants eux-mêmes pour se moquer effectivement d'un personnage qui avait beaucoup compté dans le mouvement d'opposition, dans l'opposition au mouvement indépendantiste sous Chen Shui-bian, et qui avait contribué énormément à la chute de popularité de Chen Shui-bian en dénonçant certains événements de corruption supposés ou avérés en 2006. Voilà, donc les bananes. Et puis on a des chaises qui volent. Des chaises parce que c'est les chaises utilisées par les étudiants quand ils se sont barricadés dans la chambre parlementaire en mars 2015. Voilà, 2014, pardon. Voilà. On a ensuite la toute première affiche que j'ai faite avec le graphiste en arrivant. C'est un graphiste que je connaissais, donc on a pu commencer tout de suite à travailler, et qui a fait dire à certains, bon, Stéphane, tu commences fort quand même, tu es à peine arrivé, tu fais tout de suite un colloque qui représente Taïwan emprisonné par la Chine. Je dis, mais regardez de plus près, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la géopolitique du film et de l'industrie du loisir entre les deux rives, avec les pellicules de celluloïd qui lient en fait les deux pays, les deux États, les deux nations, les deux sociétés, avec un jeu de couleurs qui sont fondamentalement les 3 couleurs de base de la représentation de la géopolitique de manière graphique. Le bleu pour les océans, le marron pour les terres émergées et urbanisées, on va dire, et le vert pour les zones plus naturelles, en schématisant. Et du coup, on pourrait voir la Chine brune, avec les Coxars, sur le plan de la politique, la Chine brune qui commence à polluer Taïwan par son ombre. Ben, ce serait très simple, trop simpliste, parce qu'on peut voir aussi le contraire, on ne sait pas, qui déteint sur qui, on pourrait dire aussi, mais très simpliste,
la Taïwan verte, avec l'idée que ça implique, qui commence à contaminer la Chine en termes de démocratie, etc. Bon, en fait, c'est évidemment c'est pour brouiller les pistes, bien entendu. Et ça, c'est un type d'intervention dans laquelle on a un certain nombre d'intervenants, un public assez restreint et des portes semi-fermées. C'est-à-dire on a un public de gens concernés par le sujet, des associés à l'antenne, des universitaires qu'on connaît. Et en fait, on parle sans enregistrement de choses très précises, très pointues. Et là, on a par exemple trois réalisateurs de films taïwanais, dont Wan Yuan, l'auteur de Citizen Co, Chaoji Da Guomin, qui a été remasterisé tout récemment, et qui est un superbe film sur la transition dictature et démocratisation, qui était là, et ils nous racontent les uns les autres comment ça se passe en Chine pour travailler dans un contexte autoritaire de corruption et de contrôle de tout ce qui se fait avec et sur Taïwan. Et on a des détails extrêmement passionnants parce qu'ils ont accepté de jouer le jeu et que c'est pas enregistré. Voilà. Alors on a la dernière que je vais présenter, ou l'avant-dernière, tiens d'ailleurs, si on a une autre, que je vais présenter aujourd'hui et qui est liée à celle-ci, Taïwan est une île, donc avec Jérôme Soldani, et qui était le pendant anglophone de notre gros colloque francophone parce que le livre est en français, et comme il y a un gros travail théorique dedans, un gros appareil de réflexion sur la notion de la localité, de l'insularité, l'identité aussi, mais le sujet beaucoup plus travaillé, on s'est dit qu'il fallait donner un rendu en anglais avec nos collègues de l'Academia Sinica et d'au-delà pour qu'ils puissent réagir à notre travail. Et ça a été une journée extrêmement intéressante d'ailleurs parce qu'ils ont commencé, ils nous l'ont dit devant nous, à prendre en compte le fait que l'insularité est un sujet qui n'est pas donné. L'insularité de Taïwan n'est pas un donné allant de soi. Et donc ils ont compris que c'était un construit social et qu'il fallait y réfléchir. Et donc c'était très touchant et ça montre que notre travail vraiment aide aussi à nourrir le débat. Voilà. Mais il y en a une qui n'est pas rentrée que je vais garder pour la fin. Parce qu'en fait c'est l'affiche qui a été la plus appréciée de tous statistiquement, qui est une affiche qu'on a réalisée en 2014 pour les 20 ans de l'antenne. Ça fait 23 ans maintenant que cette antenne travaille. Voilà, et qui est à l'origine en fait, donc, belle coïncidence, du numéro que je vais vous présenter avec Adina aujourd'hui, The Extraordinary and Ordinary in Taiwan, avec déjà la notion de change. Hein, voilà. Le numéro en fait est issu d'un appel à candidature de papier, un call for paper, comment on dit, un appel à contribution, oui, voilà, merci Jérôme, sur la notion de changement. Et cette affiche a beaucoup plu, donc en fait, en général, quand on faisait nos journées d'études, nos colloques, on donnait les affiches à qui les voulait, en comptant toujours bien pour ne pas imprimer trop d'affiches et ne pas avoir de reste. Vous voyez, une préoccupation écologique, d'ailleurs, ce sont des encres à base de soja, et c'est du papier recyclé. Je le dis parce que c'est important que dans nos gestes, à chaque fois qu'on en a les moyens, quand on détient une pouvoir de décision sur une petite ligne budgétaire, aussi petite soit-elle, il faut toujours avoir cette idée en tête, je pense. Donc voilà, on l'a fait. Et donc on a réduit tout de suite les stocks, parce que quand je suis arrivé à l'antenne, il y avait des restes d'affiches des autres partout, dans tous les tiroirs, qui n'ont jamais servi. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Celle-ci, malheureusement, très rapidement, a été épuisée parce que tout le monde l'a voulu. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, s'il n'y a plus du tout de cette affiche, qu'il en reste certaines des autres et que désormais on les vend très peu cher, rassurez-vous, hein, pour donner 3 sous à l'antenne pour les activités scientifiques à venir. La bonne nouvelle, c'est que les affiches encadrées, on va les vendre également. Voilà, parce que bon, de toute façon, après mon départ, elles resteront dans des placards. Et il faut surtout que mon successeur puisse avoir la place pour faire les siennes. Mais je me suis dit que voilà, la collection entière est là. Donc, on la met en vente, on les met en vente séparément. Et si ça intéresse quelqu'un, renseignez-vous auprès de nous, Sveti et moi. On a aussi un étudiant avec nous qui passe pas mal de temps à l'antenne en ce moment pour ses recherches, Sébastien. Voilà, on peut vous répondre. Simplement, on les gardera temporairement, même si elles vous intéressent, parce qu'on voudrait les exposer également le 25 août pour la manifestation qu'on fera là-bas.
autour de mon départ, de l'arrivée de mon successeur, de la sortie de ce livre Routledge, la présentation de la revue en anglais, et puis un documentaire qui sera projeté pour la première fois par Toby Openshaw sur les excuses de Taïwan aux aborigènes de Taïwan et la réaction en vis-à-vis des autochtones qui sont loin d'être tous satisfaits par cet événement qu'on a présenté et qui est probablement un événement de grande importance. Voilà. Donc je vous donne, avant de commencer sur le numéro proprement dit, rendez-vous le 25 août et si quelqu'un s'intéresse à acheter des affiches, vous pourrez le faire pendant notre petit buffet qu'on aura ensemble tout à l'heure. Avant encore une fois de passer à la revue, merci à tous d'être venus en ce jour de typhon. Et vous êtes nombreux, c'est quand même pas rien. Alors tout à l'heure, peut-être que ce sera plus difficile de sortir qu'il n'était facile d'entrer à l'instant, mais merci vraiment. Voilà. Je vous laisse peut-être poser 2-3 questions, le temps de respirer un coup avant de commencer sur la revue, et on reprend juste après. J'étais au Scampé avec le couvre-feu. Donc on arrivait à la soirée, si on partait à 20h. Ça laisse le temps à tout le monde de s'installer. C'est juste qu'il faut être